Rémi Tremblay, tu es le président de l'entreprise Café William, un des plus grands producteurs de café au Canada. En moyenne, c'est près de 14 millions de livres de café que vous produisez à chaque année avec une équipe de plus de 200 personnes. Café William, c'est également plus de 100 millions de chiffres d'affaires sous une base annuelle. Bref, une entreprise en hypercroissance. Rémi Tremblay, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Antoine, ça me fait plaisir d'être là. Et Rémi, afin de bien situer l'audience aujourd'hui, est-ce que c'est possible pour toi de bien expliquer à nos auditeurs ce qui va distinguer Café William des autres producteurs de café qu'on connaît? Écoute Antoine, on a chez Café William, nous avons maintenant l'ambition de produire le café le plus durable de la planète. Après quelques années de réflexion, quand je me suis joint à l'entreprise, euh, on s'est demandé un peu ce qu'on voulait faire, comment on voulait le faire, puis ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait avoir un impact positif comme entreprise, mais aussi et surtout d'essayer de décarboner d'un bout à l'autre notre chaîne d'approvisionnement. Fait qu'en partant de l'origine du café jusqu'au produit consommateur, vraiment de faire une révision de l'ensemble de nos opérations pour décarboner notre empreinte, réduire le plus possible notre empreinte de carbone là, sur la planète. Ouais. Ben écoute, c'est ça qui est très, très intéressant parce que vous êtes capable de mixer croissance et bien entendu impact social. Et ça, on va en parler peut-être un petit peu plus tard. Mais également, il y a une autre chose qui a capté mon attention récemment qui pourrait être intéressante avant de parler de l'histoire un peu de Café William. Là, je pense que tu enregistres ce podcast dans un nouvel établissement ou bientôt dans un nouvel établissement. Vous venez de faire un gros déménagement, là. Ouais, exactement. C'est une des étapes vers la décarbonation. On a construit une nouvelle une usine qui se veut libre. Donc, on est entré dans nos locaux. C'est encore en finalisation. On est entré dans nos nouveaux locaux il y a 2 semaines. Donc, c'est une nouvelle usine. C'est un investissement majeur pour Café William. On appelle ça à l'interne William 3.0. C'est on entreprend une nouvelle phase de croissance dans notre histoire. Donc, on est entré ici, on est en plein ajustement, puis on va démarrer dans un peu de temps l'ensemble des équipements de torréfaction qu'on a achetés pour équiper cette nouvelle usine-là pour nous permettre d'augmenter nos volumes pour le futur. Hmm. Et des volumes qui sont déjà assez importants. Tu as parlé de Café William 3.0. Ben, écoute, on va repartir au Café William 1.0. L'organisation a été créée en 1988, donc on parle quand même de plus de 35 ans maintenant en affaires. Et ce qui est totalement fascinant pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est ton insertion un petit peu dans cette entreprise-là, parce que à la base, tu étais un fournisseur de Café William. Tu t'occupais de leur compte, tu t'occupais un petit peu de leurs finances pendant que tu travaillais chez PwC. Peux-tu nous ramener un petit peu à ce moment-là, quand tu as commencé à travailler avec l'entreprise? Comment tout ça s'est mis en place? Ouais, écoute, effectivement, je suis comptable de formation. J'ai passé les 22 premières années de ma carrière chez PwC. Alors, Oh. cheminement classique comptable. Alors, j'ai commencé comme un jeune auditeur, je me suis dirigé vers la fiscalité, puis par la suite, là, j'ai cheminé chez PwC. Mais à mes tout débuts, un de mes très bons amis d'université, Serge Picard, qui est toujours actionnaire chez Café William, est devenu actionnaire avec un groupe d'actionnaires, un groupe d'investisseurs, est devenu actionnaire de Café Victoria à l'époque, en 1998, à la suite du retrait d'un des actionnaires. Donc, il est devenu actionnaire. Moi, je travaillais chez PwC, puis il m'a demandé de les aider dans la transaction. Donc, ça a commencé là. On a commencé à travailler ensemble, Serge et moi, avec l'équipe de Café Victoria, avec Yves, le fondateur à l'époque, puis aussi avec Daniel qui s'occupait des opérations. Donc, en 1998, l'entreprise était toute petite, était située uniquement à Québec. Puis, ça n'a pas pris de temps que la phase de croissance a quand même commencé avec cette nouvelle équipe-là. Puis, en 1999, il y a eu une fusion avec un autre torréfacteur situé à Sherbrooke, qui s'appelait à cette époque la réserve du cafetier. Donc, c'est pour ça que maintenant, les opérations de Café William, Café Victoria avant, sont à Sherbrooke. C'est à ce moment-là que les opérations ont été transférées. Fait qu'à travers toutes ces années-là, moi, j'ai accompagné l'entreprise dans ses différentes phases de croissance, de vie d'entreprise, d'actionnariat. Donc, j'étais le conseiller financier fiscal avec l'équipe de PwC. Puis, on a eu bien du plaisir. C'est un client qui sont devenus des amis. Serge était mon ami, mais Yves et Daniel sont devenus des amis à travers le temps. Puis, c'est comme ça qu'a commencé notre aventure.
En 2013, Yves et Daniel commençaient à vouloir vendre un peu de leur participation, puis je suis devenu actionnaire en 2013, actionnaire minoritaire. Hmm. Puis après ça, ben, c'était en 2017, en 2016, où le questionnement s'est avéré un peu plus fondamental du côté de Yves et Daniel qui commençaient à songer à la retraite, dans le cas de Yves, et Daniel qui voulait faire un peu autre chose de sa vie après plus de 20 ans passés dans le café. Ça doit faciliter une acquisition quand on s'occupe pendant 20 ans des finances d'une organisation. Ouais, et c'est sûr que la proximité était complètement là, on connaissait les gens, on connaissait l'entreprise. Je dois dire qu'à part boire du café tous les matins, je connaissais rien dans le café. Donc, ça a Hmm. été quand même tout un apprentissage. Mais oui, la proximité de l'équipe, on travaillait de très près différents mandats aussi avec les membres de la direction des équipes, que ce soit au niveau des crédits d'impôt, recherche et développement, la fiscalité et tout. Donc, oui, ça l'a définitivement facilité l'approche et la transaction. Hmm. Bon, et j'aimerais en parler un petit peu avec toi, tout ça, parce que tu as ta carrière de comptable, je faisais des recherches et je pense que chez PwC, tu avais un très, très gros poste à la fin. Tu as une opportunité de te lancer avec eux. Est-ce que c'était dans tes ambitions passées d'être un entrepreneur, de te lancer vraiment à ton compte? Parce que là, on parle quand même d'un virage à 360, là. Une carrière de comptable bien ficelée, tu grandis les échelons. Là, tu t'en vas dans une organisation, tu vas avoir les deux mains sur le volant. Est-ce que c'était dans tes ambitions de base, tout ça? Ben, écoute, j'ai eu un super beau parcours chez PwC. C'est des organisations, les firmes comptables, puis PwC particulièrement extraordinaires, là, où c'est un milieu de développement fantastique. Fait que ça a été des super belles années. J'ai eu beaucoup de plaisir à travers ces années-là et j'ai très bien progressé. J'ai réussi à être un entrepreneur à l'intérieur d'une organisation comme ça. Fait que ma fibre entrepreneuriale s'est un peu matérialisée comme ça, puis je suis devenu associé directeur de la fiscalité, et en 2015, je suis devenu associé directeur du Bureau de Québec. Donc, j'ai réussi à me réaliser un peu, à réaliser ma fibre entrepreneuriale à travers mon parcours chez PwC. Mais à quelque part dans ça, il y avait toujours un petit questionnement. À chaque fois que je croisais des entrepreneurs, des entreprises manufacturières, je me disais, ah, je ne sais pas ce que je voudrais comme entrepreneur. Mais bien honnêtement, en 2016-17, quand est arrivée l'opportunité, ça m'était pas mal sorti de la tête. J'étais, pour moi, lancé pas mal pour le reste de ma carrière chez PwC avec le poste que j'avais. Mais dans le fond, quand Yves et Daniel nous ont parlé qu'ils voulaient vendre, ben, la première chose que j'ai faite, c'est de leur dire, ben écoutez, PwC, on va vous accompagner dans la vente d'entreprise. Donc, on était en train de lancer un mandat pour vendre l'entreprise et tout ça. Puis, finalement, quelques mois plus tard, Serge et moi, on s'obstine encore à savoir qui a lancé la discussion, mais Serge, lui, est impliqué dans l'entreprise à temps plein depuis quelques années. Avant ça, il était seulement dans un rôle d'investisseur plus passif. Et puis il m'a dit, Rémi, écoute, moi j'aime ce que je fais dans le café, j'ai pas le goût de vendre, je sais pas ce que je vais faire si je vends, je n'ai pas le goût de prendre ma retraite, je suis jeune. Est-ce qu'on rachète ça? Puis lui il dit que c'est moi qui a amené la discussion. Mais bref, c'est là où, plutôt que de faire un mandat de vente avec PwC, puis toute la fiscalité qui allait avec ça, ben, on a entrepris une réflexion. Ça a été un processus de réflexion pas mal déchirant personnellement parce que j'étais super Hmm. bien chez PwC, puis j'étais celui qui était là pour motiver les troupes, puis qui était là pour un peu donner la direction au Bureau de Québec. Puis finalement, ben, j'avais cette opportunité-là qui était une opportunité en or. J'avais 45 ans. Je me suis dit, bon, je ne ferai pas ça à 50 ans, 52 ans. Je pense que l'opportunité est super belle, puis je m'entendais super bien avec Serge. Ça faisait plus de 20 ans qu'on travaillait ensemble. Fait qu'on s'est dit, ben écoute, on achète l'entreprise, puis on va entreprendre de la Hmm. développer. Fait que Et je pense, et là, corrige-moi si je me trompe, mais l'entreprise va pas assez vite pour toi, là. Donc, toi, tu rachètes l'organisation en 2017 complètement, parce que peut-être que tu étais actionnaire minoritaire en 2013, comme tu l'as mentionné. Euh, 6 millions de livres de café à l'année en 2017. C'est 13, 14 millions en 2022, 2023. Et on le rappelle, ouais. l'organisation a été fondée en 1988. Et on a eu des discussions ensemble, Rémi, tu me disais, l'entreprise grandissait, mais à un certain point, elle grandissait peut-être pas aussi vite. Peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, ben écoute, je- il y avait une volonté, c'était dans les cartes un peu
pour le fondateur et Daniel qui s'occupait de l'opération aussi de vente. Fait que ça a été longtemps dans les cartons que l'entreprise allait être vendue. Fait qu'on l'opérait pas tant que ça dans une perspective de la faire grandir avec une vision pérenne. Puis dans le fond, quand on est arrivé, nous, on s'est dit, ben, la première condition que j'ai posée à Serge, Serge, moi, j'arrive, là, puis je fais un move important de carrière. Ben, je veux absolument pas qu'on vende dans les 5 prochaines années. Fait qu'on a même mis ça par écrit, où on s'embarquait dans quelque chose à long terme, puis on voulait développer puis faire croître l'entreprise. Fait que ça a été un alignement de vision, de dire, ben, on est là pour le long terme, on veut développer l'entreprise, on veut la faire grandir. Puis à ce moment-là, on a entrepris une réflexion de comment on fait grandir l'entreprise. On avait un peu, on a encore trois têtes un peu. On est impliqué dans le marché du détail avec nos cafés William. Mais à l'époque, en 2017, la marque ne nous appartenait pas à 100%. On la détenait avec un partenaire. Donc, elle était sous-développée. On faisait aussi la business originale de Café Victoria. On était impliqué dans les services alimentaires. Donc, on vendait du café au service de pause café, institutions et tout ça. Puis, on était aussi dans les marques privées dans le marché américain. Fait qu'on on a entrepris un processus de réflexion, puis on a dit, ben, on veut développer nos marques. On veut développer Café William, puis on veut la faire grandir, puis jusqu'au maximum de son potentiel. Fait que c'est ce qu'on a fait. On a mis un peu l'accélérateur, le pied sur l'accélérateur, puis on a entrepris de développer davantage l'entreprise avec Serge et mon autre associé, John. Et on le dit, les résultats ont sensiblement porté leurs fruits jusqu'à maintenant. L'organisation a plus que doublé en termes de production. Maintenant, habituellement, les croissances, des fois, ça peut être un élément, des fois, ça peut être une amélioration de plein de petites choses. Tu attribues ça à quoi, toi, de ton côté, avec Café William? Qu'est-ce que fait que, littéralement, l'espace de 6 ans, on passe de 6 à 14 millions de livres de café à l'année? Est-ce qu'il y a eu un changement particulier? C'est la somme de beaucoup de petites choses, mais aussi de grandes choses. Dans le fond, comme je disais, on avait la vision de vraiment développer notre marque Café William. Donc, on a acheté la marque en 2018, puis on a entrepris de la développer. Fait qu'on est passé d'à peu près 50, 60 points de distribution jusqu'à plus que 1200 au Québec actuellement, puis là, on s'en va dans le reste du Canada. Fait que ça a été un gros axe de croissance pour l'entreprise. Donc, le développement de la marque William, son déploiement partout au Québec. En parallèle à ça aussi, on a voulu augmenter le nombre de clients qu'on avait au niveau de la marque privée chez nos grands détaillants américains. Donc, on est parti un peu à la chasse pour gagner d'autres clients dans ce secteur-là, pour être un petit peu moins dépendant de la clientèle qu'on avait en 2017. Là, c'était très concentré la business là, au niveau de la marque privée. Donc, on a entrepris de développer de la nouvelle clientèle à ce niveau-là, puis ça aussi, ça a été excessivement porteur. En fait, notre croissance a été un peu limitée là, dans les dernières années parce que on vient d'entrer dans une nouvelle usine. Notre ancienne usine, on était limité dans l'opération. On a fait des miracles opérationnels pour être capable de livrer les 12-13 millions de livres qu'on livre depuis 2 ans. Mais en fait, depuis 2 ans, on a un peu les pieds sur les freins, un pied sur l'accélérateur puis un pied sur le frein parce qu'on n'a pas la capacité d'en absorber plus. Là, on est équipé pour la prochaine phase de croissance, mais à quelque part, on aurait probablement été capable d'avoir encore plus de croissance là, si on avait eu la capacité. Mais au niveau des opérations, l'équipe ici a fait un job extraordinaire. On opérait sur 3 sites pour arriver à tout ça. Donc, c'est fun de voir où on est rendu, qu'est-ce qu'on a réussi à faire comme équipe. Puis, somme de petites choses aussi, ça a été de se doter, de faire grandir l'équipe. D'aller chercher des talents qui nous ont aidés à évoluer comme entreprise. Fait que ça aussi, ça a été très porteur dans les dernières années. Et dis-moi, là, vous êtes à 13-14 millions de livres. Avec ce que vous avez construit aujourd'hui comme usine, on peut s'attendre à quoi peut-être en 2024, 2025, 2026? Est-ce que vous avez un chiffre en tête de production que vous pourriez atteindre maintenant? On aimerait probablement doubler dans les 5 prochaines années ou environ. On a la capacité, ici, on vient de rajouter avec 2 quarts de travail, c'est 20 millions de livres de café qu'on est capable de faire. Puis on a gardé notre ancienne usine qui, dans un monde optimal, là, peut produire 6-7 millions de livres de café et non pas 12-13 comme on fait actuellement. Donc, on a une capacité d'au-dessus de 30 millions de livres de café. Puis ici, l'usine, on peut doubler la taille. Donc, on a un potentiel de croissance qui est super important pour le futur. Fait que c'est ce qu'on veut faire. Naturellement, on veut développer la marque William partout au Canada, aux États-Unis.
Fait qu'on pense qu'on va, c'est Hmm. le cœur de nos efforts est là, mais aussi, naturellement, il y a le marché des marques privées qui peuvent aussi, qui vont nous aider dans notre croissance. Et parlons un petit peu dans ce cas-là de modèle d'affaires parce que je voulais aborder le point avec toi. Tu l'as mentionné, il y a la marque William qui se développe sensiblement bien chez vous. Tu le mentionnais, c'est 1200 points de vente au moment où on se parle. Il y a également le travail en marque privée que vous faites pour des entreprises américaines spécifiquement, je crois bien. Cette ligne d'affaires-là, avant que tu arrives, est-ce qu'elle existait? Est-ce qu'elle grandissait? Est-ce que ça a été ça peut-être un des vecteurs de croissance intéressants? Elle existait. On avait principalement un client dans ce secteur-là. On en a maintenant trois importants, très importants. Donc, oui, c'est important chez nous. Ça avait été dans les dernières années avant mon arrivée, une grande portion de la croissance. Ça avait expliqué une grande portion de la croissance de l'entreprise là, dans les années précédentes. Mais depuis 2017, on a beaucoup augmenté le volume à ce niveau-là. Le marché américain est intéressant parce que naturellement, c'est 300 quelques millions, 350 millions de population, c'est 10 fois le Canada. Bien sûr. C'est des grands volumes, donc on avait acquis une crédibilité en ayant Costco comme client avec les cafés William, ce qui nous a permis d'avoir une carte de visite quand on est allé voir les grands détaillants américains. Puis oui, ça a été un bon vecteur de croissance là, pour l'entreprise et ça l'est encore. Mais le cœur de notre stratégie est vraiment dans le développement de Café William Hmm. qu'on veut déployer là, à la grandeur de la planète. Petite question pour toi, Rémi, je serais curieux. Quand on développe le marché américain comme ça, est-ce que cette carte de visite avec un joueur américain comme Costco est essentielle pour que les gens nous prennent au sérieux? Essentiel, probablement un peu, mais à quelque part, il faut que tu commences dans un Ouais, grand joueur. Il y a toujours un commencement. Costco nous a fait confiance au Canada. On a démontré notre capacité à livrer, à faire des volumes, à assurer la qualité des produits. Donc, définitivement, quand tu vas rencontrer d'autres grands joueurs, ben, ça donne de la crédibilité, le fait que tu travailles avec une organisation comme Costco. Et naturellement, ça leur donne le réconfort de savoir que la qualité et les normes de qualité sont derrière. hmm. Et vous avez les marques, vous travaillez en marque privée pour des entreprises américaines. Est-ce que le développement proprement dit de la marque Café William aux États-Unis, c'est quelque chose que tu vois qui peut aller à une vitesse autant intéressante que ce que vous voyez au Québec, tranquillement au Canada ou- ou peut-être en deuxième temps? On va le faire semi en parallèle. Ça va être dans la prochaine année. On va faire probablement un soft launch, probablement avec un de ces clients-là de marque privée. Donc, ayant déjà un pied dans la cour de ces grands joueurs-là, ben, on peut leur parler pour distribuer nos cafés durables William. Hmm, Donc, on a commencé ça. Mais c'est sûr que c'est un marché qui est très vaste, bien sûr. qui va nécessiter une approche différente. On connaît bien le Québec, on comprend bien comment il faut développer le reste du Canada. Les États-Unis, c'est une autre bébite, puis à l'intérieur des États-Unis, il y a vraiment des régions qui ont des caractéristiques différentes. Donc, on va y aller progressivement. Naturellement, le nord-est va être un naturel, mais en même temps, on va voir avec les opportunités qui vont se présenter devant nous. Hmm. Bon, Rémi, j'aimerais parler un petit peu avec toi de tout ce qui est équipe de direction. Tu l'as mentionné, tu as repris l'organisation avec un ami d'enfance ici, donc clairement, il y avait de la confiance, c'était quelqu'un que tu connaissais. Mais tout de même, toi, tu arrives en 2017 dans l'organisation. Comme tu l'as dit, tu as laissé de côté un gros travail, tu avais des belles responsabilités, c'est un travail que tu aimais beaucoup. Donc, tu veux te donner, tu veux t'assurer que la structure autour de toi est bien bâtie pour que tu puisses réussir. Donc, la question que je te poserais, c'est quel type de décision tu as pris à ton arrivée concernant ton équipe de direction? C'est une entreprise qui est sensiblement grande. Café Williams, c'est plus de 200 personnes, donc tu devais avoir des personnes importantes en place. Mais est-ce que ces personnes-là, quand tu es arrivé, selon toi, étaient les personnes que tu avais besoin pour la suite ou tu as dû faire peut-être des changements et avoir une équipe de direction un petit peu différente qui allait vous amener à la croissance voulue? Ben, écoute, l'entreprise allait somme toute bien là, en 2017. Puis, dans le fond, on voulait rien casser. Fait qu'on est arrivé avec un mode où on allait un peu observer ce qui se passait. Puis, ça a été plus par la force des choses. On avait des bons Hmm, joueurs pour le moment. On avait les bonnes personnes pour l'entreprise où elle était. Il y avait un mode de gestion plutôt directif, je dirais, qui reposait sur les épaules d'un des actionnaires qui est parti. Euh,
on est tombé dans un mode de gestion, je dirais, un petit peu plus participatif, où on demande un petit peu plus la contribution des gens, leurs idées, et qui soient ceux qui deviennent un peu les moteurs aussi des changements. Et à travers la croissance, je dirais que ça allait amener quand même beaucoup de changements à travers les membres de la direction. Ça s'est fait un peu naturellement. Donc, les gens qui avaient été toujours habitués de faire les choses d'une certaine façon, ben, quand on est tombé dans un mode de croissance puis accéléré, il y en a qui n'étaient pas confortables là-dedans. Donc, on est allé chercher des Hmm. ressources externes, des gens qui ont quitté. L'équipe s'est quand même passablement renouvelée. Je dirais que c'est beaucoup par la croissance. On a probablement, mon Dieu, quasiment triplé là, la taille des gens au niveau développement d'affaires, au niveau finance, administration, RH et tout ça. Donc, c'est une Hmm. équipe passablement renouvelée qu'on a maintenant qui s'est faite à travers la croissance. Mais on a encore naturellement des gens qui étaient là en 2017 qui sont encore ici, qui sont des piliers. Fait que, c'est un beau mélange qu'on a, puis une belle équipe, puis la philosophie, le spirit est vraiment très bon. Puis c'est pas étranger non plus au projet qu'on a de faire le café le plus durable, d'avoir un impact positif sur la planète. Hmm. C'est extrêmement motivant là, pour les gens autour, que ce soit ceux qui étaient là depuis la première heure ou encore ceux qui sont greffés à l'équipe là, dans les dernières années. Hmm. Et dis-moi, est-ce que tu considères que à chaque pilier de croissance, tu as besoin des fois d'un nouveau type de personnel dans l'organisation pour atteindre par la suite le prochain pilier de croissance? Est-ce qu'à un certain point, c'est juste essentiel d'avoir des nouveaux joueurs comme ça qui vont se greffer pour nous amener à un autre niveau? Je pense qu'on est pas mal rendu là, sérieusement, dans notre Hmm. existence d'entreprise. Je dirais qu'avec Serge, John, l'équipe de direction actuelle, on a amené la compagnie à un certain niveau. On s'en va vers le reste du Canada. Fait qu'on a embauché une nouvelle vice-présidente aux ventes là, qui a l'expérience du développement dans le reste du Canada. On vient aussi de recruter une nouvelle directrice principale au marketing qui a une super expérience. Donc, on embauche des gens qui en connaissent plus que nous dans les domaines où on s'en va. Fait que, tu sais, c'est ce qu'il faut, hein. Il faut s'entourer des gens qui sont meilleurs que nous, qui sont plus qualifiés. Puis, c'est ce qu'on fait. Donc, on embauche des gens intelligents, qualifiés, puis on les embauche pas pour leur dire quoi faire. On leur demande qu'est-ce qu'on devrait faire, puis Hmm. on aligne la direction de tout le monde ensemble. Fait que définitivement, puis au niveau finance, c'est la même chose. Je pense qu'on est rendu à un niveau où il faut qu'on aille chercher des compétences, d'autres compétences. Mais définitivement, à chaque, je pense, niveau de croissance d'une entreprise, on peut développer ces compétences-là à l'interne, mais parfois on va être obligé d'aller chercher des ressources à l'externe, On n'a pas le choix à un certain point. C'est simplement clairement. inévitable. Et dis-moi, parlons un petit peu peut-être de cette croissance-là dans le reste du Canada, vice-présidente que vous êtes allé chercher, qui va vous aider à vous développer. Est-ce que à un certain point, pour faire ce développement-là, vous avez besoin peut-être de petits hubs dans d'autres endroits au Canada ou tout peut être centralisé à Sherbrooke? La production va demeurer à Sherbrooke. Dans le fond, pour le reste du Canada, on va faire affaire avec un distributeur. Hmm. On va travailler avec certaines chaînes directement, mais on va travailler avec un distributeur là, pour particulièrement l'Ontario et l'ouest du pays. Donc, ça ne se fera pas avec des hubs, mais on a aussi un courtier qui travaille avec nous pour le développement et la gestion des chaînes. Mais c'est avec un distributeur qu'on va faire la gestion là, des points de vente. Donc, de la distribution en point de vente, puis des promotions en point de vente. Naturellement, on va être très, très près de ça. On ne laissera pas aller notre bébé, on va être très, très près de tout ça. Donc, l'équipe de vente va travailler conjointement avec notre courtier, Brandseed, puis avec le distributeur. Hmm. Et bon, tu l'as mentionné quelques fois dans le podcast, vous êtes une entreprise chez Café William qui tient à vendre un café durable. Bon, quelques points intéressants à mentionner à notre audience. Vous faites votre torréfaction à l'électricité au lieu du gaz naturel. Votre matière première, elle est transportée en voilier et non en avion. Est-ce que, encore une fois, ce sont des choses que c'est toi qui as apporté à ton arrivée? Est-ce que c'était déjà là dans le passé? C'était pas là dans le passé. En 2019-20, on a entrepris une réflexion, les actionnaires actuels, après 2 ans on board, on s'est demandé qu'est-ce qu'on voulait faire, comment on voulait le faire. C'était bien bon avoir une entreprise puis faire des sous. On s'est dit, c'est pas ça qui nous motive. Fait qu'est-ce qu'on veut faire? Hmm. Est venue l'idée de fou du voilier, ça vient de mon associé Serge, qui est un grand fan, un grand admirateur de Tesla, qui ont quand même transformé complètement l'industrie de l'automobile. Bien sûr. Puis il est arrivé avec l'idée, ben, moi j'aimerais ça faire un Tesla Boat. Là, on a dit, ouais, de quoi tu parles?
Un C'est Tesla le Boat. Tesla Boat. Là, fait que dans le fond, l'idée était effectivement de transporter du café par voilier. On l'a pas encore fait, Antoine. On est en train de le faire. Ça arrive dans les prochains mois. On a investi, dans le fond, on veut vraiment encourager. C'est une industrie qui est en émergence pour un peu prendre la place des porte-conteneurs Hmm. qui utilisent là, du bunker fuel, là, à peu près ce qui est le plus polluant comme carburant. Donc, on veut remplacer ça par du transport en voilier. Puis, on encourage cette industrie-là. Puis là, on va faire nos premiers voyages en voilier dans la prochaine année. Ça devrait quand même couvrir une bonne portion du volume du café William. Mais cette démarche-là commence aussi à l'origine en achetant du café qui est de culture biologique et équitable. Fait qu'on veut vraiment encourager une culture qui a le moins d'impact sur la planète, mais aussi un bon niveau de vie chez les producteurs avec le café équitable. Euh, Transport par voilier. Ensuite de ça, on veut transporter le café avec des camions électriques. Malheureusement, Oh, wow. l'offre de camions électriques, on a fait un dépôt sur des camions Tesla, on ne les a pas encore. Puis ça commence à émerger. Là. On commence à voir les Lions au Québec qui vont Hmm. faire des remorques en 2024. Donc, on va être à l'avant-garde de tous ces changements-là pour vraiment faire en sorte qu'on va réduire notre empreinte de carbone tout au long de la chaîne. Ce qui est super intéressant, tu as parlé de torréfaction électrique, c'est quand on a fait l'acquisition de nos équipements pour la nouvelle usine, ben, on a challengé les équipementiers européens. On leur a dit, ben, il commençait à avoir des composantes là, qui étaient alimentées à l'électricité, qui historiquement étaient alimentées au gaz. On a dit, mais pourquoi vous ne faites pas un torréfacteur à l'électricité? Hmm. Ils nous ont dit, ouais, peut-être. On n'était pas rendu là. Bon, on leur a dit, ben écoute, nous, on est au Québec, il y a de l'hydroélectricité, c'est une énergie propre, on aimerait ça torréfier l'électricité. Donc, on a mis ça comme critère de base pour l'appel d'offres qu'on a fait. On veut de la torréfaction électrique. Puis, bien, un équipementier allemand qui a décidé d'embarquer avec nous autres là-dedans, Neotech. Puis, on va mettre ça en opération à partir du mois de septembre. Les équipements sont là. Donc, on a investi massivement pour cette technologie-là. C'est beaucoup de sous, mais on trouve ça important de faire notre bout comme entreprise pour essayer de réduire l'utilisation des fossil fuels, des Mhm. combustibles fossiles. Euh, Puis, si tout va bien, si tout va comme prévu, on va avoir le café torréfié à l'électricité, le premier café torréfié à l'électricité au monde, Oh, à l'échelle wow. commerciale. Parce qu'actuellement, il se fait des petits torréfacteurs tout petits qui fonctionnent à l'électricité, mais à l'échelle commerciale, ça n'existe pas sur la planète. Donc, ça pourrait être Hmm. ici, à Sherbrooke, au Québec, où on va avoir la première torréfaction à l'électricité. Alors, Je serais curieux de t'entendre ici de plus en plus. Bon, ben, d'ailleurs, félicitations. Je pense que c'est une très, très belle initiative. À quel point vos clients, dans le domaine commercial, bien entendu, euh, est-ce que c'est des demandes des fois que vous voyez? Parce que de plus en plus, on en voit des organisations qui veulent s'associer à d'autres entreprises, qui font des gestes, qui font des initiatives. On parle de plus en plus, on a beaucoup de gens sur le podcast qui nous parlent de la certification B Corp. Bref, il y a plusieurs éléments comme ça qui peuvent s'intégrer, qui peuvent prouver qu'on est des acteurs qui s'intègrent dans ce mouvement un petit peu là, socio-économique, socio-environnemental, etc. Est-ce que c'est des choses que vous avez vues et vous avez entendu peut-être même de des clients dans le domaine commercial? ça ne nous est pas demandé, mais ça intéresse beaucoup. Bien, Dans le bien sûr. fond, je pense qu'on est un peu en avance à ce niveau-là dans ce qu'on veut faire, puis surtout avec la taille d'entreprise qu'on a. Euh, il y a les grands détaillants, les grandes entreprises ont des objectifs de durabilité. Bien sûr. Puis, mais parfois, entre ce qui est indiqué au niveau corporatif, puis avec peut-être un peu de soutien marketing, puis ce qui est fait au niveau des achats, il n'y a pas un appariement complet. Mais je dois dire, quand on parle aux acheteurs, quand on parle aux grandes chaînes, quand on parle à nos clients, puis on leur parle de vers où on s'en va, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui s'en vient, les yeux leur viennent très, très grands. Le Hmm, voilier est quelque chose qui est très romantique, là. bien C'est une sûr. image qui accroche beaucoup les gens, mais la torréfaction électrique, c'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire, puis ça peut permettre définitivement à un détaillant de marque privée de se différencier de ses compétiteurs en ayant un café qui est plus propre. Alors, Hmm. oui, on pense que ça va être porteur. C'est le pari qu'on a pris. On n'a pas de garantie. On a investi sans avoir de garantie, mais on se dit, bon, dans le pire des cas, on va faire, ça va être juste bon pour la planète. Puis sinon, ben, on pense qu'on va être quand même capable de convaincre des grands taillants que c'est quelque chose qui mérite d'être mis de l'avant.
Et quand tu disais que vous vouliez acheter des camions Tesla, donc j'imagine à un certain point, vous contrôlez un petit peu la distribution, le transport qui va se faire. Qu'en est-il du voilier? Est-ce que vous allez travailler avec un contracteur, une entreprise, ou vous allez le posséder? On a investi, il y a des gens au Costa Rica, une organisation qui s'appelle Sail Cargo, qui ont entrepris de construire un voilier, mais ils en ont aussi acheté un en Europe, donc pour faire du cargo maritime. Nous, on a investi. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a donné un peu de légitimité à leur modèle d'affaires, c'est qu'on leur a garanti qu'on remplirait le bateau pour tous les voyages vers le nord. Donc, on s'est engagé de manière exclusive à remplir le bateau là, pour tous les voyages. Euh, Par ailleurs, il y a d'autres organisations là, qui en font du cargo avec lesquelles on va travailler. Donc, ça va être une relation client-fournisseur. Puis, on a justement un appel cette semaine là, pour le premier voyage là, avec un Hmm, cargo relativement important. Là, ce serait je pense, le voyage inaugural. Fait qu'on va participer à l'émergence d'une nouvelle industrie. Puis, on trouve ça intéressant. pas mal de fun. Fait qu'il y a des gens qui partagent notre vision, que je pense qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour essayer de décarboner l'ensemble des opérations des entreprises de Hmm. transport et tout. Et ça doit motiver les troupes, hein? C'est tout le temps quelque chose d'excitant, d'intéressant quand on est à l'intérieur d'une entreprise qui fait des gestes de la sorte, là. Énormément. Hmm, Énormément. Puis en même temps, ça s'alimente de ces gens-là aussi. Naturellement, on a eu ces idées-là, on a aligné ça, ce qui va aussi, on est en démarche B Corp aussi, parce qu'on veut, quand je dis qu'on veut avoir un impact positif, c'est pas uniquement sur l'environnement, c'est extrêmement important, mais on va avoir un impact plus large que ça. bien sûr. Donc, sur nos fournisseurs dans les pays d'origine, sur nos gens ici à l'interne. Euh, mais définitivement, on reçoit des candidatures qu'on n'aurait pas pensé avoir, on reçoit des candidatures spontanées, on n'a vraiment pas de problème de recrutement, ben, pas trop, dans certaines fonctions plus, mais en général, je dirais, ça va super bien, c'est très important. Les gens voient ce qu'on fait, on leur explique le projet, puis écoute, ils sont extrêmement, extrêmement motivés. Fait que c'est Hmm. vraiment le fun. C'est un beau projet. Écoute, puis effectivement, ça alimente, tu sais, la plus jeune génération, je pense que ça les interpelle énormément, là, ce qu'on peut faire pour la planète. Puis, qui ne peut, qui peut ne pas l'être là, par les temps qui Bien courent, là, quand sûr. on voit tout ce qui se passe sur la planète avec les feux un peu partout au Canada, dans l'Ouest. Faut faire quelque chose, je pense. Puis, tout le monde est conscient de ça. Fait que, dans le fond, nous, on essaie de faire notre bout comme entreprise. On essaie de contribuer le plus possible. On investit beaucoup là-dedans. Puis, on espère juste que ça va inspirer d'autres entreprises à poser des gestes semblables. Hmm. Et Rémi, je suis toujours curieux d'en savoir un petit peu plus sur le rôle du gestionnaire, le rôle du président dans l'entreprise. Bien entendu, ton rôle a dû évoluer entre le moment que tu as acheté l'organisation en 2017 et aujourd'hui. Comment tu pourrais nous décrire un petit peu le travail de Rémi Tremblay au quotidien maintenant? Peut-être même faire un parallèle à quand tu es arrivé dans l'entreprise. Écoute, ça a beaucoup évolué. Beaucoup évolué, naturellement, parce que quand je suis arrivé, je connaissais peu de choses dans le café. Donc, j'avais un rôle un peu plus haut niveau, un peu plus de gestion. À travers le temps, avec la croissance qu'on a eue, avec les mouvements de personnel, j'ai été impliqué dans à peu près toutes les facettes de l'opération de l'entreprise. Je suis encore très impliqué un peu partout. J'ai été impliqué au niveau des ventes, là, je le suis un peu moins. Finance, l'achat de café, un peu au niveau des opérations aussi. Puis quand on parlait de phase pour une entreprise, là, je pense qu'on est rendu au moment où euh, euh, ben, on a des gens, on a une bonne équipe de direction. Là, les gens, il faut qu'ils grandissent, qu'ils prennent un peu plus de responsabilité pour un peu me dégager, pour que je me permette de me sortir du day-to-day. Je dirais que encore aujourd'hui, je suis encore très, très impliqué dans le day-to-day de l'entreprise. Puis je pense que comme dirigeant, il faut réussir à un moment donné de sortir un peu, prendre du recul pour être capable de voir un peu plus loin. Mais on réussit à le faire à travers tout ça. Mais c'est un peu ça. Fait que le day-to-day est très variable, là. Je touche à un paquet de choses, RH, à peu près toutes les fonctions de l'entreprise, là. Hmm. J'aime ça. J'aime toucher à peu près tout. Mais en même temps, on peut pas être éparpillé un peu partout. Fait qu'il faut un peu se concentrer sur les éléments les plus stratégiques pour l'entreprise. Puis c'est là qu'on est rendu dans notre Hmm. vie d'entreprise. Et dis-moi, à quoi ressemble la vie de l'entreprise peut-être pour les 12, 24, 36 prochains mois? Ce serait intéressant d'en savoir un peu plus. Puis par la suite, on parlera de certaines questions plus personnelles. Oui. Ben, écoute, dans les prochaines semaines, prochains mois, on commence notre entrée dans le reste du Canada avec les Cafés William.
Donc, vous devriez entendre parler de nous. Il va y avoir, avec notre nouvelle gamme de café durable. Donc, vraiment une gamme de café qui va être torréfiée à l'électricité, qui en grande partie va être transporté par bateau, qui va être du café biologique. Fait que c'est avec ça qu'on part pour le développement du reste du Canada. Ça, c'est les 12 prochains mois. En parallèle, on va probablement commencer à vendre aussi un peu au niveau américain en ligne. Puis on veut continuer le développement de notre entreprise, de notre clientèle dans les marques privées. Puis Hmm. aussi, on n'en a pas parlé beaucoup, mais on a notre division de services alimentaires là, qu'on veut aussi continuer à faire croître, qui a été un peu impactée par la pandémie, par justement le télétravail et ses effets sur naturellement tous les services de pause café, la restauration, les institutions, les cafétérias. Donc, on veut continuer à développer cette portion-là de l'entreprise aussi, notamment en y intégrant notre gamme William, qui va faire partie d'une offre pour les services alimentaires dans la prochaine année. Fait que 12, 24, 36. Dans 36 mois, on devrait avoir une présence pan-canadienne. On devrait être aux États-Unis, être présent aux États-Unis. Jusqu'à quel niveau, on verra comment notre exécution va être bonne. Puis ensuite de ça, on devrait avoir aussi une clientèle plus grande au niveau de la marque privée. Hmm. Mais beaucoup de projets sur la table, c'est toujours inspirant d'entendre le tout. Et Rémi, j'aurais des petites questions personnelles pour toi. J'aime toujours poser tout ça à mes invités. Lecture d'affaires, est-ce que tu es un amateur? Est-ce que tu lis certains livres? Et si oui, qu'est-ce qui aurait marqué ton imaginaire? Ouais, écoute, à travers les années, j'ai lu beaucoup de livres de productivité, développement personnel et tout ça. Récemment, j'ai lu la biographie d'Alain Bouchard de Couche-Tard, très Hmm. inspirant. Alors, j'aime bien voir ce qui s'est fait, comment des entreprises se sont développées au Québec et ailleurs. C'est admirable ce qui s'est fait pour plusieurs entreprises. Fait que c'est le fun de voir ça. Sinon, je me retrempe un peu dans les livres d'histoire. On a étudié ça à l'école. On n'était pas si intéressé que ça au secondaire. On l'apprenait parce qu'on n'avait pas le choix. Puis là, ben, je sais pas si en vieillissant, mais je me pose des questions sur comment tout ça, comment le Québec est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, puis d'où ça part Hmm. et le Canada et plus largement. Donc, ça m'intéresse. Puis aussi, quand je veux dépluguer le cerveau, ben, je lis un peu de romans d'espionnage là, qui, Hmm. sans trop grand contenu, mais qui aident à passer à d'autres choses, à avoir un petit contenu léger. Hmm. Et Ouais, dis-moi, podcast, est-ce que tu en écoutes un peu? pas tant que ça. Je vais Pas dire, beaucoup. Antoine. Pas tant que ça. Écoute, les temps libres sont pas super nombreux, alors c'est très sélectif quand. Mais j'aimerais le faire plus quand je roule en auto puis tout ça. Alors, j'ai quand même. Mais non, pas tant que ça. Et dis-moi, routine avant, pendant et après le travail, peut-être même le week-end, est-ce que tu as des routines spécifiques? Ouais, on essaie de garder l'équilibre dans tout ça, avec la famille, naturellement. On essaie d'être présent pour la gang, pour la famille. Fait que ça, c'est super important. Le sport, je maintiens de façon presque religieuse les activités sportives à mon agenda. On fait beaucoup de vélo l'été et puis du ski l'hiver. Fait que j'aime bien jouer dehors, fait que ça garde l'équilibre Hmm. dans tout ça. Fait que c'est une portion de la discipline que j'essaie de garder à travers les aléas de l'entreprise qui peuvent être exigeants, mais faut penser un peu à soi puis garder l'équilibre dans tout ça. Je pense que c'est important. Hmm. Rémi, ça a été totalement intéressant d'en savoir plus sur leur achat, la croissance de Café Williams, également vos ambitions futures. Si les gens veulent en savoir un petit peu plus sur votre entreprise, peut-être des postes que vous avez ouverts, des opportunités, où est l'endroit le plus simple pour vous rejoindre? Notre site web, naturellement, c'est là où on peut trouver le plus d'informations sur l'entreprise, les postes ouverts, les carrières, etc. D'ailleurs, je pense qu'on va avoir une nouvelle version de notre site web dans les prochaines semaines. Fantastique. On mettra un lien dans les notes de l'épisode. Rémi Tremblay, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est très apprécié. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de